Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai observé 4 services de réanimation. J'étais présente du matin au soir, parfois même la nuit pendant les gardes, et j'ai réalisé des entretiens avec les médecins, les infirmières, les aides-soignants et avec les familles. Et j'ai observé 3 services en France et 1 service en Angleterre. Donc ce que je voudrais montrer maintenant, c'est que la cohérence du processus décisionnel ne se ramène pas à un système unique de valeurs ou de références normatives, et d'autres l'ont aussi montré, comme le travail d'Elsa Gisquet sur les décisions de fin de vie en réanimation néonatale. Donc moi je travaille vraiment, je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, mais sur la réanimation adulte. Donc chaque équipe construit un cadre décisionnel qui va lui permettre de gérer les cas, les situations du mieux qu'elle peut, en s'appuyant sur différents éléments, en s'appuyant par exemple sur la perception des soignants de leur identité professionnelle, de leur spécialité, en s'appuyant également sur la qualité des relations professionnelles, c'est très important, sur les expériences passées collectives ou individuelles d'une seule personne dans le service, ça peut être important également, en s'appuyant sur les priorités techniques, éthiques aussi, et médicales du service, et enfin sur les contraintes institutionnelles. Donc 4 services observés et 4 cultures de services que je vais donc maintenant vous décrire. Alors pour cet exercice, parce que je vais aller assez vite dans cette description, évidemment je vais pousser un petit peu les caractéristiques du service, mais dans le travail que j'ai réalisé pour la thèse, l'analyse était plus fine, bien entendu. Donc pour des raisons d'anonymat, j'ai changé évidemment le nom des hôpitaux et des services que j'ai observés. Donc dans le premier service que j'ai observé, que j'ai appelé le service de Saint-Paul, il existait un processus vraiment de médicalisation de la décision de fin de vie qui prenait place au cœur d'un contexte relationnel et professionnel extrêmement tendu. Pendant mon travail d'observation, le service était en travaux et donc avait déménagé temporairement au sous-sol, dans des locaux extrêmement vétustes et désagréables. Et vraiment, les tensions étaient très très fortes. Il y avait des conflits ouverts réguliers entre personnel médical et paramédical. Donc dans ce service, le nombre d'acteurs impliqués dans le processus décisionnel était vraiment réduit au minimum, ce qui entraîne nécessairement aussi une diminution des thèmes abordés au moment de ce processus décisionnel. Les décisions, c'était intéressant, étaient prises plutôt au lit du malade, pendant la visite ou dans le couloir, de manière un peu informelle lorsque les médecins discutaient. Et pendant mes 2 mois d'observation, je n'ai à aucun moment observé une réunion de discussion autour d'une table, une réunion pluridisciplinaire pour évoquer une situation de fin de vie. Donc c'était vraiment sans doute temporaire, mais vraiment très problématique à ce moment-là dans le service. Donc les enjeux ici dans le service étaient vraiment professionnels. Il y avait un pouvoir médical extrêmement fort, dont les médecins d'ailleurs avaient conscience, puisqu'ils en parlaient dans les entretiens. Et comme il n'y avait pas de réunion avec l'ensemble du personnel, il n'y avait pas non plus d'engagement collectif de l'équipe au moment de ces décisions de fin de vie, ce qui fait que ces décisions allaient manquer de cohérence pour les infirmières, notamment pour les aides-soignants. Donc la culture et l'organisation du service de ce service se caractérisaient par une tension permanente entre l'équipe médicale et paramédicale, et cette tension et ces conflits avaient une répercussion sur le déroulement de la fin de vie, qui était donc un déroulement très éclaté avec des décisions prises et la découverte par les infirmières de ces décisions souvent dans le cahier, dans le dossier médical du patient. Donc ici, dans ce service, le processus décisionnel était plutôt rapide et s'inscrivait vraiment dans une autonomie très importante des médecins vis-à-vis de leur équipe, puisque, je l'ai dit, les infirmières étaient souvent mises à l'écart, les familles aussi étaient mises à l'écart de ces décisions, puis une autonomie aussi par rapport aux recommandations au texte de loi en vigueur à l'époque. Dans le deuxième service, que j'ai appelé le service de Saint-Vincent, contrairement à ce que je viens de décrire dans le premier service observé, là, la collégialité est vraiment au cœur du processus décisionnel, donc une ambiance très très différente. Et justement, la collégialité dans ce service est le critère de bon déroulement de la fin de vie. Donc, dans ce service, j'ai mis en avant ce que j'ai appelé, même si le mot est peut-être un petit peu vilain, une éthicisation du processus décisionnel,
qui comportait une réflexion très poussée sur le sens des soins, le sens de la mort si une décision était prise, et puis sur le vécu des différents personnels du service. Et ce qui était intéressant d'observer pour moi par rapport au premier service, c'était que cette collégialité allait prolonger le processus décisionnel et repousser en quelque sorte la mort du patient. L'idée, c'était vraiment d'aller au bout des différentes problématiques et de s'assurer que tout le monde était en phase avec la décision. Ce qui était intéressant aussi dans ce service, c'était que l'expérience et le parcours d'un seul médecin pouvaient influencer la manière de prendre la décision, surtout la manière de mettre en acte les décisions de fin de vie. Ici, depuis quelques mois, avant que j'arrive, un nouveau praticien hospitalier était en charge de la clinique, c'était un petit service, et ce médecin ne souhaitait plus que les patients décèdent, quand c'était possible bien entendu, intubés. Donc il souhaitait pouvoir extuber les malades lorsque c'était possible plutôt que d'injecter de fortes doses de sédatifs et que le patient décède intubé. Donc il a été confronté à une réticence de l'équipe qui avait très peur du déroulement de la fin de vie du patient, puisque quand on extube un patient, le risque c'est qu'il gaspe, qu'il devienne bleu, etc. Donc ça peut être extrêmement compliqué pour les soignants. Et donc ce médecin a pris le temps de former, de montrer aux soignants comment on pouvait procéder pour que ça se passe bien. Et donc les pratiques étaient vraiment en train de changer dans ce service au moment de mon temps d'observation. Chaque médecin ayant un parcours différent, et bien du coup ça va impacter aussi sur la culture de service et j'ai pu le voir dans d'autres services, je vais en parler maintenant. Justement, dans le troisième service que j'ai observé, celui que j'ai appelé Saint-Jean, eh bien, ce service était un très très gros service par rapport à celui que je viens d'écrire, et il se caractérisait par une logique top-down, comme on dit, une hiérarchie très forte, avec un processus décisionnel vraiment par étapes. On avait une organisation quasi militaire dans le service, c'était très intéressant. L'idée c'était d'être efficace, cohérent et de suivre des protocoles le plus souvent possible. Ici, la prise en compte de l'aspect éthique, j'ai envie de dire, de ces décisions de fin de vie était vraiment au cœur des préoccupations des soignants, comme dans le service précédent. Et ici, les soignants évoquaient d'autres critères encore que je n'avais pas encore observés jusqu'à présent, puisque les soignants parlaient aussi des problèmes économiques, le fait que maintenir un patient en réanimation alors qu'on estimait qu'on ne pouvait plus rien faire pour lui, bien ça coûtait beaucoup d'argent, et puis des discussions de type un peu gestionnaire aussi, puisque ce service avait la volonté de faire tourner rapidement les lits, comme on dit. Ici aussi, une seule personne a eu la capacité de changer un petit peu les pratiques. Il y avait eu dans le service, quelques mois avant mon arrivée, un médecin psychiatre dans le service qui s'intéressait beaucoup à la fin de vie, qui avait fait pas mal de travaux sur cette thématique, qui avait organisé des groupes de travail dans le service. Et l'idée vraiment ici, qui était exprimée de manière assez explicite, c'était de réduire au maximum la violence. C'était qu'une bonne décision était une décision qui était la moins violente pour toutes les personnes concernées. J'ai parlé d'une organisation quasi militaire, c'est vrai, elle s'accompagne d'une logique d'efficacité, y compris dans les situations de fin de vie, c'était intéressant, et notamment ça pouvait avoir un impact sur la manière de mettre en acte les décisions. Dans ce service, on est bien avant la loi Leonetti, il pouvait y avoir, évidemment pas systématiquement, mais c'est arrivé que pour certains patients, il y ait eu des pratiques un peu plus actives, entre guillemets. Au lieu d'extuber, par exemple, certains malades, ici, les médecins pouvaient, encore une fois, parfois, pas toujours, évidemment, injecter des fortes doses de sédatifs pour provoquer le décès du patient avant son extubation. Et cet acte était justifié par les médecins parce qu'elle permettait d'écourter la durée d'attente et la douleur de la famille. Donc on a un rapport ici à la technique qui est un peu particulier, qui permettait aussi un sentiment de maîtrise, et c'était important, et de réduction des zones d'incertitude. Quand on extube un malade, effectivement, on ne sait pas comment le patient, le mourant, va réagir, si ça peut durer longtemps, ça peut être court, alors que quand on injecte des fortes doses de sédatifs, eh bien, on a une plus forte maîtrise du déroulement de la fin de vie.
Dans le 4e service, qui était le service que j'ai observé en Angleterre, que j'ai appelé le service de Saint-Luc, eh bien ici, on avait un processus décisionnel extrêmement lent que je n'avais pas observé dans les autres services. C'est vrai qu'il y avait différents freins à la prise de décision. Deux choses notamment qui freinaient les équipes, c'était le roulement des consultants. Donc dans ce service, il y avait 5 médecins seniors consultants, le chef de service et 4 autres. Et les 4 autres étaient en fait à mi-temps dans le service. Ils étaient à la fois en anesthésie et en réanimation. Et donc, il y avait un roulement des consultants d'une semaine à une autre, ce qui fait que la cohérence et les discussions n'étaient pas... Enfin, il n'y avait pas de continuité d'une semaine à une autre entre les consultants et c'était un vrai problème. Donc des décisions prises en fin de semaine pouvaient être remises en cause la semaine suivante. Puis deuxième raison, c'est vraiment la peur du problème médico-légal que je n'avais pas retrouvé jusque-là. Donc vraiment la peur de poursuite des familles. Donc dans ce service, on a ce que j'ai appelé une judiciarisation du processus décisionnel, dans le sens où vraiment ce qui est bien et ce qui est légal. C'était vraiment très fort dans le discours. Donc j'ai pu observer 3 types de décisions dans ce service. La décision explicite, où clairement on prend une décision de limiter ou d'arrêter les thérapeutiques. La décision implicite, on le fait sans vraiment le dire, on attend. Et puis la non-décision, qui est aussi forcément une forme de décision, puisque tous les acteurs ont conscience de l'aggravation du malade pendant ce temps. Comme les soignants avaient peur d'une poursuite légale, eh bien, il y avait une transparence très importante vis-à-vis des familles, quitte à donner des informations qui pouvaient parfois être difficiles à entendre pour les familles. Donc les informations étaient transparentes et les pratiques l'étaient également. Donc ici, le rapport à la technique, contrairement au service précédent, était vraiment déterminé en quelque sorte par le rapport à la loi. Et le respect du droit était une priorité et les médecins refusaient de prendre un risque, refusaient de faire quelque chose qui aurait pu être mal interprété, par exemple pour les familles, même si cette attitude pouvait entraîner un manque de disponibilité en lit, je l'ai remarqué à plusieurs reprises, un problème de cohérence aussi, et une souffrance des personnels qui trouvaient vraiment que les situations duraient trop longtemps, avec des remarques que j'ai pu entendre dans la salle de repos, du style on ne ferait pas ça à un chien, ça dure trop longtemps, c'est trop difficile, etc. Donc ici, tout à l'heure je parlais de volonté de maîtriser la situation de fin de vie. Ici, j'avais le sentiment que les médecins refusaient au contraire de maîtriser cette fin de vie, ça leur semblait trop dangereux. Et cette attitude permettait, c'est vrai, une transparence vis-à-vis des familles, je l'ai dit, et aussi une absence de culpabilité morale qui parfois était présente dans les services que j'ai décrits, le 2e et le 3e service notamment. Donc voilà quelques exemples de culture de service décrits très très rapidement, c'est vrai, mais on a pu voir que donc, le processus décisionnel est contingent, il n'est pas orienté uniquement par des normes communes, mais on voit qu'il est soumis à des normes locales très importantes. Donc chaque service développe sa propre culture de la fin de vie, donc la manière de prendre la décision elle-même, le moment de mettre en acte la décision et la mise en acte elle-même va dépendre du contexte local dans lequel s'inscrivent le patient, sa famille et les soignants. Alors évidemment, pour un même patient observé dans les 4 services, ce patient serait décédé évidemment dans les 4 services. Ce qui change en revanche, c'est la manière de prendre la décision, de la justifier, sa temporalité, etc. Je ne sais pas dire qu'un patient serait décédé, il ne serait pas décédé dans un service et pas décédé dans l'autre. Évidemment, les décisions sont prises sur des critères médicaux avant tout, mais ce qui est intéressant, c'est de voir comment on construit, parce qu'il s'agit d'une construction sociale, comment on construit cette décision et le déroulement de la fin de vie.